Bonsoir Esteban, Bonsoir, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Bon, bah du coup, ouais, dans ce sens-là, ça fonctionne. Très très bien. Ce que je disais, alors, bon, de toute façon, je vais te laisser aussi te présenter. Donc, le thème ce soir, c'est la créativité. Ou pour le coup, donc, on a la chance de t'avoir pour que tu nous parles donc, de ce thème. Il va y avoir grosso modo une partie un peu historique, théorique, on va dire, autour de la créativité. Le contexte, dans quel cas en fait on peut parler de créativité, et puis après il y a une partie évaluation, remédiation, et apparemment, parce que donc on a été amené à échanger juste avant la vidéo, il y a une partie aussi donc où je vais servir un peu de cobaye, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ah, super. Bon bah c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, ça fonctionne Myriam. C'est déjà une bonne nouvelle. Comme quoi en fait on a jamais fini d'apprendre avec Facebook. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu? Alors, donc moi c'est Esteban. J'ai été diplômé il y a 3 ans, donc je suis neuropsychologue depuis 3 ans, mais j'ai fait d'autres choses avant, notamment l'école de théâtre et de cinéma. Et puis c'était une des écoles privées, donc pratique. Je trouvais que je manquais un petit peu de théorie, donc je suis retourné à la fac en art du spectacle. Et comme j'avais peur de m'ennuyer, et qu'en même temps je voulais développer l'aspect psychologique de mes personnages, eh bien, je me suis aussi inscrit en psychologie. Et voilà, j'ai été jusqu'en master comme ça. Et entre-temps, j'ai pas continué en master pro en psychologie, seulement en cinéma. Et du coup, voilà, je vais travailler en gros. J'ai développé d'autres compétences finalement. Et Ok. ensuite, voilà, je suis revenu en master. Et donc là, je suis revenu en master cognitive en premier. Et c'est là où j'ai trouvé ce thème de la créativité, donc pour mon mémoire de recherche en M1, qui m'a absolument passionné. Créativité et au potentiel à l'époque, c'était aussi beaucoup le potentiel créatif, notamment. Et ensuite, voilà, je m'aborde pour- Ok, parfait, parfait. D'ailleurs, en plus, j'en parlais là tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de gens finalement en fait en tout cas, j'ai l'impression, hein, qui peuvent s'intéresser en tout cas à ce thème-là, malheureusement. Parce que très très souvent, alors après là je parle du système scolaire parce que bon, je travaille avec les enfants et les adolescents. On va mettre en avant certains domaines de compétences avec les points forts et les points faibles, mais rarement les compétences en matière de créativité. Donc de toute façon, ça, je pense que voilà, tu es encore mieux placé que moi pour en parler. J'espère que ce soir, on va voir à quel point finalement, même si un enfant va être mis en situation d'échec dans un environnement ordinaire, ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'a pas plein de compétences qui n'ont pas été encore aujourd'hui mis en avant par justement des bâtiments. Bien sûr, ça c'est la base. On va en Ouais, discuter. exactement. C'est bien de parfois rappeler comme ça la base. Bon, bah, du coup, je te laisse commencer. Alors, par rapport à la créativité, voilà, on va faire un petit historique, on va dire. La créativité, on l'a perçue autrefois comme étant quelque chose de divin, quelque chose d'inné ou quelque chose de divin. C'est-à-dire soit intrinsèque, on l'a ou on l'a pas, soit extrinsèque, vraiment, c'est les muses, le divin qui viennent inspirer en fait les créateurs. Et d'ailleurs, la plupart des génies, entre guillemets, le disent. Quand tu lis vraiment des témoignages, ils savent pas d'où ça vient. C'est non verbal. Donc ça a Hmm. ce côté un peu divin, vraiment. Et puis est arrivé Guy Ford, qui lui, voyait pas trop bien. Et il a mis en avant finalement. Je sais pas du coup si c'est le cas pour tout le monde. N'hésite pas à parler plus fort pour qu'on t'entende tous. Ou peut-être c'est Ok. moi qui m'entends mal, mais n'hésite pas à crier parce que je sais que c'est un Ok. thème qui va intéresser pas mal de gens. Ok. Tu me dis si le niveau sonore est bon. Ça va là? Là, c'est très bien. Voilà. Ah bien. Ok. Alors donc Guildford, lui, il a commencé à s'intéresser vraiment à la personnalité créative.
C'est-à-dire que il s'est pas intéressé seulement au fonctionnement cognitif, mais à ce qui compose vraiment une personnalité, c'est-à-dire les caractéristiques d'une personnalité, Ok. comment elle est. Pourquoi est-ce qu'une personne est plus créative qu'une autre? En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Pourquoi est-ce que telle personne arrive à composer une œuvre magnifique et puis une autre, c'est pas du tout servir d'un instrument. Voilà. Donc il a essayé de comprendre ça, et pas qu'au niveau cognitif. Il a essayé, voilà, au niveau des traits de personnalité, au niveau de ce qu'on appelle conatif, au niveau de la motivation, de la personnalité, etc. Il a créé vraiment un modèle de la personnalité créative. Et donc, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a pensé la créativité comme étant détachée de l'intelligence. Avant, elle était un petit peu imbriquée. Hein, c'était une facette de l'intelligence, finalement, la créativité. Lui, il a vraiment détaché. C'était vraiment quelque chose d'indépendant. Et il a passé beaucoup de temps aussi à décrire ce que c'était que la pensée divergente. C'est-à-dire le fait, avec un seul stimulus, un seul objet, par exemple, arriver à beaucoup de. Ça, c'est une des bases de la créativité, en tout cas pour Ginsberg. Ok. Euh, voilà, donc finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le champ à beaucoup de modèles différents par la suite, hein. Parce qu'avant, voilà, comme je te disais, c'était vraiment quelque chose d'inné et on n'avait pas vraiment été creusé plus loin. Et on avait le sentiment également que c'était lié à l'intelligence et notamment aux personnes qui avaient un QI élevé. C'était quand ça? Ça, c'était avant, c'était en tout ce qui va être tout le champ de la créativité qui était avant 1950, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Euh, voilà. Et donc lui, il pense les choses différemment et ça va entraîner un certain nombre de modifications aussi dans l'esprit des gens et notamment au niveau des modèles. Donc, il y a plusieurs types de modèles, hein, évidemment, de créativité. Hein. Il y a celui de Runco, de Renzulli, pardon, qui est le modèle en trois anneaux. Donc lui, il voit, si tu veux, il voit la motivation, l'engagement et l'intelligence. Et au cœur de tout ça, on a le créateur-producteur. Et pour lui, il faut produire. La créativité, il faut, voilà, c'est une production à la fin. Mais je vais parler un petit peu plus profondément de ce qu'on appelle donc le modèle multivarié de la créativité, du Claude Lubart, hein, qui est le docteur créativité en France, qui travaille à Super. Paris. Vas-y. Ah, Alors, c'est cool. On a Nima aussi donc qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nima. bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc lui, donc d'abord, il définit la créativité comme étant une capacité à réaliser à la fois une production qui soit originale et adaptée au contexte. Il faut que ce soit adapté. Si c'est juste farfelu, voilà, c'est pas original. En gros, c'est ce qu'il dit. Hmm. Alors, lui, il part du principe que il y a donc suite à tout ce qui s'est passé, hein, évidemment, par rapport à l'uniforme, hein, je vais assez courte, mais il s'est passé du temps quand même. Il a mis en avant un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer vraiment le potentiel créatif. D'accord. Donc, il voit quatre grands facteurs par rapport à ça. Il y a les facteurs cognitifs, hein, qui sont liés à l'intelligence. Il y a les facteurs cognitifs, dont je parlais tout à l'heure, de la personnalité, les facteurs cognitifs, de la motivation. Il y a les facteurs environnementaux, qui dépendent aussi de l'endroit où sont, voilà, où sont les familles, par exemple, quel environnement culturel. Les facteurs émotionnels. Parce que les facteurs émotionnels aussi jouent sur la créativité. Par exemple, quand on ressent des émotions positives, on est un petit peu plus désinhibé, du coup, on laisse plus de place à la créativité, à la pensée divergente. Voilà. Donc, on a vu aussi par rapport à certaines études hein, que les émotions constituent Quatre l'intelligence. facteurs. Voilà. Cognitifs, conatifs, émotionnels, environnementaux. C'est ça. Ok. Bien. Ouais, j'ai On n'est retenu. pas gentil par hasard, hein, je vois. On travaille, ça ne travail. Hein. Voilà. Donc tout ça, ça influe sur le potentiel créatif. Créatif. Voilà. Et ça va influer aussi derrière sur la production créative également. Alors, ce qu'il faut voir aussi dans cette approche-là et qui est très intéressante, c'est qu'elle est modulaire. C'est-à-dire que on peut être très créatif dans un domaine et pas du tout dans Mhm. un autre.
on peut être très créatif, artistiquement parlant, on peut être un très bon musicien. Par contre, en sciences, pas du tout. Et inversement, on peut être un très très bon scientifique, et pas du tout un grand artiste ou un grand sportif. Voilà. Mais la créativité, on la retrouve dans tous les domaines. Artistique, scientifique, sportif, social, vraiment tous les domaines. C'est Ok. vraiment ça qui est lié à l'esprit. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Et on fera rien tout à l'heure avec les exercices avec les cheveux très clairs. Mais t'inquiète Je pas, suis là. t'inquiète pas. Je suis là pour ça. Voilà. Alors, ce qu'on voit surtout là-dedans, c'est donc dans cette approche multivariée de la créativité, c'est qu'il y a, en gros, au centre de ça, c'est qu'il y a une pensée divergente. Donc, le fait à partir d'une seule idée d'en avoir plein, et une pensée convergente, c'est-à-dire à partir de plein d'idées, de les regrouper dans une structure qui soit cohérente. Pour C'est prendre un intéressant exemple, ça, non? ouais. C'est-à-dire qu'on parle Pour de prendre- créativité, même s'il y a pensée divergente, c'est-à-dire que s'il y a... Enfin, moi, pour moi, créativité, c'est-à-dire que quelque chose n'existe pas. Et pour le coup, on crée. Alors que là, je dis que du coup, il y a quelque chose qui existe. Et à partir de ça, ça nous fait penser à autre chose. Alors là, on rentre peut-être dans un débat un peu plus philosophique, mais effectivement, est-ce qu'on peut créer à partir de rien, tu vois? Mais voilà, mais c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire que euh, tu le vois avec les enfants hein, quand tu fais des épreuves de pensée divergente, par exemple, ou convergente, hein, ils vont regarder autour d'eux pour s'inspirer. Ouais, Ça, d'accord, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'encodage sélectif. Et c'est d'accord. quelque chose qui est lié à la pensée divergente. C'est un mécanisme qu'on retrouve en pensée divergente. Tu vois? Voilà. Je comprends. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Voilà, chaque pensée a des facteurs cognitifs et des facteurs connatifs différents. C'est ça qu'il faut voir. Le divergent, il va plutôt être anticonformiste, il va plutôt être désinhibé. Le convergent, lui, il va être plus persévérant. Voilà, c'est vraiment des traits de personnalité qui sont un petit peu différents. Et c'est pour ça que les deux ensemble sont très intéressants à travailler. Si on est un petit peu trop divergent, ben, il faut apprendre à être un peu plus convergent et vice-versa. Et pour donner un exemple de pensée convergente, qui je pense va parler à tout le monde parce que je pense que tout le monde connaît, c'est Harry Potter. Celle qui a écrit Harry Potter. Elle a plutôt un profil convergent. C'est-à-dire que toutes les idées qui existent déjà, hein, les Hmm. centaures, les sorciers, voilà, les écoles, les pensionnats, enfin, voilà, tout ça, ça existe. Hein. Mais elle a réussi à en faire quelque chose de différent, d'original et d'adapté. Hmm. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès aussi. Mais voilà, on Ouais, est plus à un profil convergent, par d'accord. exemple. Voilà. Et donc, avec les enfants, c'est ça. On essaie de repérer quel profil ils ont pour mieux s'adapter ensuite par rapport à leur remédiation. Et donc, Ça, pour illustrer, après, ça, tu peux en parler après, ça, la partie remédiation. voilà, pour illustrer un petit peu ce qui est la pensée divergente. Donc, c'est là où tu vas te prêter un petit peu au jeu. Donc, je te préviens, en créativité, on a toujours des outils de malade. Faut investir. Il faut vraiment savoir investir parce qu'on n'a franchement pas tout ça chez soi, je te préviens. Je te montre tout de suite. Un stylo. Juste un stylo. D'accord? Je vais te demander simplement de me dire toutes les idées qui te viennent. Qu'est-ce que tu peux faire avec un stylo? Tout ce que je peux faire avec un stylo, Tout ce que tu peux faire avec un stylo. je peux écrire, je peux le mettre dans ma poche, je peux faire la moustache avec, je peux Ouais. le mettre derrière mon oreille. Euh, je peux, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le jeter sur quelqu'un. Je, je peux m'en servir pour bloquer la porte. Je, en dessous. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça va, non? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les parents avec qui je fais ça, ils sont pas aussi, ils ont pas autant d'idées, mais c'est très bien, c'est très très bien. Ah, Alors, c'est ce que je fais, par exemple, voilà, avec les enfants pour voir, pour la je peux pensée mélanger divergente. aussi. Pardon? Je peux mélanger. Mais On peut faire plein de choses. On va en parler un petit peu plus en profondeur. Voilà, avec les enfants, je peux aussi travailler la flexibilité avec ça. hmm. Effectivement.
Alors pourquoi? Parce qu'en général, oui, les premières idées, c'est bah, on peut écrire ou dessiner. Effectivement. Avec les enfants, il y a un moment où bah, ils savent plus trop quoi dire en fait. Ouais. Voilà. Donc du coup, je leur dis bon bah qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut effectivement caler. Ça peut servir de cale. Ça peut servir de marque-page aussi. Tout à fait. Ça peut servir d'arme. On cherche, on trouve, on vient. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, au début, ils disent plein de choses, et puis ensuite, on va les regrouper. Donc, ça peut servir d'outil, ça peut servir d'arme, ça peut avoir une utilité complètement différente aussi, parce qu'on le prend juste en entier. Et il y en a certains qui vont réussir à le découper, cet objet, et à en faire autre chose. Comment? Par exemple, ils vont le manipuler, ils vont enlever les choses, ils vont dire, bah, je peux le remplir d'eau, et en faire un soliflore, en faire un vase, mettre une plante dedans. Ou m'en servir comme objet de décoration. Ou m'en servir comme si pour une lampe. Oui. Voilà. Et c'est sans fin en fait. C'est vraiment sans Comment fin. partir en fait d'un objet ou d'une chose ou d'une idée et pouvoir tout ce qu'on peut faire en fait finalement avec cette C'est entité. ça. Ouais. C'est ça. Et ça, comme tu dis, du coup, donc ça veut dire que ça, tu travailles la flexibilité, c'est ça, avec les enfants? Je travaille beaucoup à la flexibilité avec ça, donc à tout ce qui est vraiment pensée divergente, parce qu'il y a ce qu'on appelle la flexibilité et la fluidité. C'est pas la même chose. Si on reprend, pour donner un exemple vraiment concret, le petit bac, l'épreuve du petit bac. Tu sais, où tu prends une lettre, tu as plusieurs catégories, tu Mhm. vois. Par exemple, le F, la France, pour un fruit, les fraises, pour un sport, le foot. Admettons. D'accord? Donc c'est plusieurs catégories. Et à l'intérieur de ces catégories, tu peux trouver plusieurs idées. La France, la Finlande, les fraises, les framboises, le foot et je sais pas quoi. Football américain. Non, Par exemple. Ça compte, Ouais. hein. Comme la fluidité, ça compte. C'est vrai? Ah. Parce que tout ce que tu vas dire à l'intérieur d'une catégorie, ça va compter pour la fluidité. Par contre, pour la flexibilité, ce qui va compter, c'est la catégorie. Et là, moi, où je travaille, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je vais vraiment travailler cette capacité aussi à catégoriser les choses, tu vois, pour essayer de leur faire prendre conscience voilà, de tout ce qui se passe et de comment en fait ça fonctionne ça et comment ils peuvent s'en servir ensuite Oui. dans l'apprentissage de leurs leçons ou autre. Alors j'ai un autre petit exercice aussi à se faire faire du coup, cette fois-ci en mathématiques. Oh là là. T'es Vas-y. prêt? Alors, Vas-y, c'est bon. Attends, je je sors vais, la calculatrice. je vais te demander de me trouver le plus d'idées pour arriver au résultat du chiffre 9. Chiffre combien? Chiffre 9. Chiffre 9. Ok. Je dis là? Vas-y. 10 moins un, 3 fois 3, 81 divisé par 9. Ouais, il y en a une infinité, comme dit Nima. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, attends, j'ai fait addition, j'ai fait soustraction, j'ai fait 3 fois 3, ouais, j'ai dit. Non, j'ai pas fait du 8 plus un, par exemple. Ok, 9. 0 plus 9, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? 81, racine carrée de 81. Et 3 voilà. au Non, carré. mais bravo, 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 bravo Gabriel. Voilà, c'est ça en fait. Donc pareil, tu vois, les enfants, voilà, ils vont dire ça. Et le but, c'est vraiment de les restructurer derrière, c'est-à-dire de dire, voilà, qu'est-ce que tu as comme outil pour pouvoir faire ça? Donc ils vont finir par dire, bah, les opérations de base. Donc c'est quoi? Effectivement, l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Et à l'intérieur de ça, il y en a plusieurs. L'addition, par exemple, il y a 3 plus 6, il y a 8 plus 1, il y a 5 plus 4, etc., etc. Multiplication, il y a 9 fois 1, il y a 3 fois 3. Division, il y a celle que tu as dit, il y a 90 par 10. Voilà, enfin, voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est pensée divergente dont les enseignants pourraient aussi s'inspirer Ouais. euh, pour jouer finalement avec les enfants, pour les faire s'intéresser aussi aux mathématiques. Parce que, bah, voilà, en général, c'est pas forcément ce qui les De toute amuse le plus. façon, en fait, encore une fois, c'est permettre aux personnes
d'accéder à tout ce qu'il y a comme possibilité autour d'un même résultat finalement. C'est Pouvoir ça, dire, bah voilà, ouais, il y a différentes façons en fait d'arriver à un même résultat. c'est En tout ça, cas, un même résultat permet de pouvoir voir les choses différemment. c'est ça. Ok. Et ils peuvent aussi justement donc faire des exercices de pensée convergente, c'est-à-dire là d'être dans l'idée de comment dire, d'inventer par exemple un problème sur une notion. Ils inventent un problème d'algèbre. C'est des fameux problèmes là où on parle de train ou de bonheur percé, des choses comme ça. Et ben c'est là c'est eux qui peuvent le faire. C'est beaucoup plus motivant pour eux, beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est l'inverse en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ça marche très bien. Alors ça marche bien avec les enfants évidemment qui n'ont pas trop des apprentissages. Mais avec les enfants qui ont trop des apprentissages, alors, ça marche du feu de Dieu, forcément, parce qu'ils sont dans l'action aussi. En fait, c'est comme dire, je sais pas moi, face à, imaginons on a un objectif, je sais pas, par exemple, c'est une sortie, c'est soit dire en gros, bon bah voilà, pour arriver à ce but-là, on doit passer par tout ça comme étape, ça nous amène à ça comme budget, du coup, est-ce que la sortie est possible ou pas? Ou alors c'est dès le départ dire, bon bah voilà, on a ça comme budget, et du coup, comment on peut caler finalement les différentes étapes dans ce budget, à peu près? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, C'est ouais, ça? bon, t'essaies d'inverser, tu vois, un petit peu les choses, faire en sorte que justement leur regard, parce qu'ils n'ont pas forcément une grande flexibilité non plus, hein, bien sûr. Donc ça les entraîne hein, aussi à être flexibles là-dessus, à être, du coup à être créatifs et à trouver des idées originales. Plus ils en ont, plus ils ont des idées, plus ils ont une chance qu'elles soient originales. Ouais. C'est vraiment ça. Et comme la créativité, elle naît aussi de finalement de l'obstacle, de la contrainte. Du coup, un enfant 10 qui est forcément dans la contrainte, parce qu'il ne peut pas apprendre comme tout le monde, il peut être très créatif, justement. Il peut avoir un potentiel très élevé au niveau de la créativité. Voilà. Et donc là, malheureusement, c'est ce qui n'est pas du tout pris en compte à l'école, en tout cas dans l'enseignement traditionnel. C'est pas forcément le cas dans toutes les pédagogies, hein, bien sûr, euh, mais c'est vraiment une question qui mérite d'être soulevée, notamment pour ce type d'enfants, parce que pour leurs Hmm. apprentissages, ça peut vraiment, vraiment, vraiment les aider. Vraiment les aider. Euh, Si on parle un petit peu du processus créatif, par exemple, le processus créatif, il y a une phase de préparation, une phase où on va collecter des informations. Je donne un exemple, un enfant qui aime les dinosaures. Là, il va trouver plein de supports différents et il va, voilà, essayer de réfléchir là-dessus et essayer de collecter le plus d'informations, que ce soit sous forme de vidéos, de livres, de bandes dessinées, enfin, tout. Et puis à un moment donné, on va voir qu'il a mis sa passion de côté. Et en fait, il s'intéresse à autre chose, il s'intéresse au volcan. Et il va rentrer à nouveau dans une phase de préparation. Et en fait, pendant ce temps-là, l'autre phase avec les dinosaures, elle est en phase d'incubation, c'est-à-dire qu'elle est au repos, elle est en sommeil. Et puis à un moment donné, il va y avoir une phase d'illumination, qu'on appelle l'Eureka, hein, clairement, voilà, où il va faire le lien entre les dinosaures et les volcans. Et il va se poser la question, se dire, tiens, au moment de leur disparition, quelle était l'activité volcanique sur Terre? Il n'y a pas Ok. un, tu vois? Et ensuite, ils Hmm. vont vérifier, une phase de vérification. Voilà, ça, c'est le processus créatif. À partir de quel âge on peut parler de créativité? Alors, dès le plus jeune âge, en fait, les enfants Ouais. sont de toute façon créatifs, ils ont de toute façon des idées, hein, évidemment. On voit par contre qu'il y a des phases, des moments dans leur développement où il y a des chutes. Et c'est évidemment à tous les moments où ils entrent dans un nouvel cycle scolaire. Vers 3 ans, il y a une diminution de la pensée divergente, au collège et au lycée. En fait, ça veut dire quoi? Si y a trop de conditionnement, ça nous enlève le potentiel créatif. Alors, il y a de ça. Il y a le fait qu'effectivement, on demande une pensée extrêmement convergente et non divergente à l'école. Ok? Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait, dans la recherche, hein, c'est aussi ce qu'on se dit, c'est que à un moment donné, la pensée créative, on va dire, s'inhibe pour laisser place plus au raisonnement. Voilà. Donc voilà, il y a aussi ça qui rentre en jeu aussi dans le développement de l'enfant et des adolescents.
Et alors c'est pas qu'on essaie de la contrer, hein, cette phase, parce que si cette phase est nécessaire, voilà, elle est nécessaire, hein. Mais je pense que c'est très important de solliciter en fait tout le temps, tout le temps, la pensée divergente des enfants, parce que ça leur permet aussi d'en prendre confiance de leur propre créativité, du fait qu'ils aient beaucoup d'idées, et aussi et surtout de leur apprendre à s'organiser derrière. Parce que parfois ils sont très créatifs, hein. Moi je vois les TDAH par exemple, hein, ceux qui ont des troubles d'attention avec hyperactivité, très créatifs, contre pas du tout convergents. C'est très dur pour eux de trier, de sélectionner les idées, hein. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va travailler ensuite derrière. C'est vraiment Euh, alors, du coup, parlons un petit peu de justement, qu'est-ce que tu as comme outil pour pouvoir évaluer la créativité? Qu'est-ce qui Alors, existe comme batterie de test pour évaluer la il y a créativité? on a choisi d'évaluer plusieurs choses. Donc, tu as les épreuves de morphing. Tu sais, le morphing, c'est quand tu passes d'un objet à un autre. Tu Ok, vois? Tu pars, par oui, exemple, sur une ampoule et puis petit à petit, tu arrives sur une fleur. Tu vois, l'objet se transforme. Et on regarde où est-ce que l'enfant, en fait, arrive à changer sa perception des choses, par exemple. tout Voilà, ça. Alors, juste parce que du coup, pour que tout le monde comprenne bien, du coup, les différents outils que tu vas avoir, c'est des outils qui sont normés, qui sont standardisés. Est-ce que c'est qui fait passer ces tests-là? alors, il y a les psychologues surtout qui sont habilités à faire passer. Donc, les tests, en tout cas, là, de celui dont je vais parler le plus, c'est les tests EPOC. C'est Ok, l'évaluation du potentiel créatif. ok, Voilà. ok. Donc, rapport du Barthes, mode Besançon, Franck Zénassi, euh, qui voilà, va évaluer en fait la créativité sur deux plans, sur le plan graphique et sur le plan verbal. Ce test, c'est le whisk de la créativité. En fait. On peut le dire comme ça, je pense que c'est pas trop mal dit, c'est personne ne comprend pas. WISC, Euh, du coup, WISC qui est le bilan de l'efficience intellectuelle. c'est ça. Donc là, Là où en on gros, va évaluer des domaines cognitifs, eh bien, on va évaluer des domaines créatifs. créatif. Voilà. Il y a quatre indices, d'accord? Donc, on évalue les pensées divergentes et convergentes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Ouais, le plan verbal et sur le plan graphique. Donc, par exemple, sur le plan verbal, pour la pensée divergente, ça va être inventer le plus de début à une histoire ou le plus de fin à une histoire. Pour la pensée convergente, ça va être de trouver une histoire à partir d'un titre ou à partir de trois personnages. Et pour le graphique, ça va être à partir d'un item concret ou abstrait. Donc on voit un signe, par exemple, et il faut trouver le plus d'idées possible par rapport à ça. Donc d'abord c'est concret, puis ensuite d'abord c'est abstrait, et ensuite c'est concret. Ça peut être par exemple une banane. Ouais, qui sont faits avec une banane. Et ensuite pour ce qui va être la convergence graphique, ça va être une épreuve de dessin aussi. Euh, où on va prendre sur 8 formes abstraites, par exemple, il va falloir en choisir 4 et créer un seul dessin. Et à partir de 8 formes concrètes, pareil, on va devoir en choisir 4 et créer un seul dessin. Voilà. il est On est normé dans le entre temps. quel âge, ce test? Alors, je sais qu'il va jusqu'à 12 ans. Je crois qu'il s'arrête, les normes s'arrêtent à 12 ans, il me semble, en tout cas, il s'arrête au niveau du collège. Il me semble que Maud Besançon travaillait pour avoir des normes pour les lycéens. Voilà, je sais pas trop où elle en est là aujourd'hui. Je sais qu'elle fait beaucoup de choses, elle est très active dans ce domaine-là. Euh, mais en tout cas, voilà, normalement, le test école, il s'arrête jusqu'à 12. Et alors, ça dure combien de temps, la passation? Ça dure 2 heures. En général, il faut une semaine entre chaque passation. En fait, ils sont limités dans le temps, hein. C'est-à-dire que les épreuves de pensée divergentes, Ouais, euh, ils vont avoir 10 minutes, par exemple, pour donner le plus d'histoires possible. Voilà, d'accord. et voilà. Les deux sont limités, en fait. Donc, c'est pour ça que ça prend à peu près par contre, la cotation est très longue, du coup. Et ce qu'il y a aussi, et ça, ils sont plus ou moins tous d'accord là-dessus, les chercheurs, c'est que la créativité, c'est un consensus, c'est-à-dire que c'est intersubjectif, donc il faut des juges. Donc, par exemple, pour les épreuves de pensée convergentes, verbales ou graphiques, on ne peut pas l'estimer seul. Hmm. Moyenne, en fait, quelque part, avec des juges. Et si la moyenne n'est pas correcte, il faut un troisième juge. Voilà, Ah oui. voilà, au niveau du test époque, c'est quand même, ça peut être assez contraignant, c'est sûr. C'est un test qui est peu investi, hein.
voilà, qu'on propose pas forcément non plus toujours, malheureusement, parce que C'est ça, il y il a quand même très, très peu de professionnels hein, qui font passer ce test. y en a peu. Moi, j'en vois peu. J'en vois Ouais. effectivement peu. Voilà, bon, il existe, hein. J'ai vu des commentaires d'ailleurs sous la vidéo, la bande-annonce qu'on a fait, hein, donc j'ai vu que certains connaissent quand même, mais euh, mais bon, c'est sûr que c'est pas un test qui va être très courant et c'est pas ce qu'on va demander. Les enseignants vont pas demander un test créatif. Ils vont Non. demander un bilan, voilà, ils vont demander un bilan aussi et ils vont demander d'abord et avant tout un bilan d'intelligence, un bilan intentionnel, exécutif. Mais c'est pas la créativité qui va venir en premier, alors qu'elle pourrait vraiment servir dans les apprentissages. Bah, c'est ça. Alors, est-ce que, en fait, malheureusement, on va pas vers ce test-là lorsqu'on se rend compte que dans les autres domaines, finalement, le niveau est bas? Alors moi, ce que je vois, en tout cas dans la pratique, hein, c'est que quand j'ai des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, quand je leur fais passer des tests, bien souvent, je vois s'ils sont créatifs ou pas, je vois leur fluidité, leur Ok. flexibilité aussi. Et dans ce cas-là, alors je le fais pas réellement toujours parce que c'est vrai que c'est toujours des tests, des tests, des tests, et puis bon, bah, les parents, ils ont un budget aussi limité, donc on peut pas voilà, faire à outrance, mais euh, c'est quelque chose qu'on peut déceler déjà dans les tests et qu'on peut proposer finalement par la suite pour aboutir vraiment à un profil, un Hmm. profil créatif. Sachant que on a tous une créativité, elle est plus perçue comme un don inné, voilà, on l'a pas, ou elle vient du divin. Non, on a une créativité plus parce que la créativité, elle sert aussi à la survie et à l'adaptation. C'est une composante aussi flexibilité pour arriver à avoir des choses sous un angle différent aussi. Voilà, c'est pas uniquement pour la gloire et la valorisation et la reconnaissance sociale. C'est vraiment aussi pour la survie. C'est un outil. C'est un outil à part entière. Ok. Voilà. Et il y a un modèle qui existe, hein, le modèle de Kaufman et Foucault, qui est le modèle des 4C. Donc, qui explique Comment une nuance s'appelle le modèle? des 4C. Ok. Des 4C. Et ce modèle-là, Ok. il précise que, par exemple, il y a les mini-C. Les mini-C, c'est toutes les activités exploratoires qu'on fait tous dès qu'on apprend quelque chose. Quand on voit les enfants qui sont touche à tout, bah, ils sont en mini-C, ils explorent, voilà, ils expérimentent, voilà. Et du quotidien, etc. Nous, c'est pareil, on a un nouveau jouet, ben, on a une nouvelle tablette, on va regarder toutes les fonctionnalités possibles, voilà, on est en mini-C. En fait. La Little C, c'est un petit peu plus réfléchi et construit. C'est quand, par exemple, on a une activité créative et de loisirs et on va essayer de développer quelque chose pour soi, mais on peut avoir une idée qui est complètement originale. Par exemple, à base de matériel de récupération ou d'autres, on va créer un tableau, voilà, on va faire des sculptures, voilà. Ça, c'est du little C, c'est un petit peu plus réfléchi, mais ça reste quelque chose qui est lié à l'individu. Ensuite, on a les pro C, là, c'est pour le monde professionnel, donc là, c'est vraiment les experts dans leur domaine, qui vont être reconnus en tant qu'experts dans leur domaine, qui vont marquer vraiment leur domaine. Et puis, il y a les big C, là, c'est vraiment les génies créateurs qui ont une influence sur la culture, sur la société, vraiment dans l'ensemble, dans la démocratie, etc. Donc Je vraiment, pense que ça serait bien, je pense que ça serait bien qu'après, quand même, tu rappelles ces différents, euh, ouais, justement, la liste des C. Nickel. Bon, ouais, du coup, Nima, il a écrit ce que je voulais dire en commentaire. Parce qu'au niveau du son, parfois, en fait, je peux pas dire que ça coupe, mais on entend un tout petit peu moins bien. Et au moins, comme ça, en fait, en commentaire, on aura la liste des C. Ça peut être intéressant. Ça peut être carrément intéressant. ouais, on peut faire, je le remettrai par la suite, y a Ah. plus de souci. Par rapport à l'évaluation, justement, parce que du coup, on parlait de l'évaluation. Est-ce que, alors du coup, autant poser la question, ça a un intérêt d'évaluer la créativité si derrière, de toute façon, ça ne peut pas être valorisé dans l'environnement de l'enfant? Alors, moi, je trouve, enfin, je pars du principe que oui, parce que ça donne un profil. Est-ce qu'il est plus divergent, est-ce qu'il est plus convergent? Donc, du coup, sur quoi travailler derrière? Hmm. C'est ça aussi l'intérêt. Pas seulement en remédiation, mais aussi à la maison, par exemple. Même si, par exemple, l'école prend pas forcément ça en compte,
à la maison, il est possible aussi de l'entraîner au quotidien, de lui proposer des activités au quotidien. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quand même très important pour lui parce que ça le valorise et parce que il y a des situations dans lesquelles, eh bien, les enfants vont se retrouver et ils vont brider complètement leur créativité pour des raisons souvent de conformisme, hein, pour des raisons souvent de bah, j'ai pas de copains, donc si je suis trop créatif, si je suis trop ci, si je suis trop ça, je vais être exclu. Donc je me conforme. Donc au lieu de créer, bah, je vais jouer au foot comme tout le monde et j'arrête de créer. Ça me dérangerait pas dans l'idée s'il y avait toujours ce lien avec la créativité, mais ouais, il y a un moment où ils vont se conformer, il y a un moment où, voilà. Et en tant que parent, par exemple, ça peut être très intéressant justement de guider l'enfant euh, vers cette créativité-là et de valoriser cette créativité. C'est ça, justement, c'est ça que je voulais savoir. C'était, bah, en fait, ma question, c'était bah, si jamais en fait c'est pas repris à l'école, au moins il y a, bah, il y a d'autres contextes dans lesquels l'enfant pourra être valorisé par rapport à son niveau justement de créativité. Et ça c'est bien parce que donc ça nous amène en fait au point de, au chapitre remédiation. Parce que du coup, de ce que j'ai compris, hein, toi, ta façon de travailler, c'est qu'en gros, tu construis avec l'enfant l'outil de remédiation. Oui, alors, pour revenir juste sur ce que je viens de dire, le fait de Ouais. valoriser l'enfant, par exemple, j'ai un enfant qui a 10 ans, qui est un haut potentiel et qui a un taux d'attention avec hyperactivité, qui s'appelle Andrea, que je salue, s'il me regarde. Et voilà, lui, il écrit des poèmes. Alors, il écrit pas, en fait, il compose, il déclame. Euh, ses parents derrière qui vont noter. Et donc, j'ai suggéré de faire un recueil de ses poèmes. Hmm. Donc, il a fait. Donc, il a fait un recueil de poèmes. Voilà. Il avait 9 ans quand il a écrit tous ces textes. Voilà, donc je vais vous en lire un après. Voilà, là c'est l'amour. Il y a plusieurs thèmes, hein, évidemment, avec le potentiel. Ça fuse pas mal. 9 ans, tu dis? 9 ans, ouais. Il a Ouais. choisi des images, voilà, etc. Il en a fait des plus ou moins longs. Voilà. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup, que je vais vous lire. C'est un sur la mort. Sur quoi? La mort. La mort. Ah, ça c'est bien, c'est joyeux. C'est très joyeux, mais il est très joli, je trouve. Alors, la mort est une effigie gravée sur toutes les mémoires. La mort est une étape de la vie qui nous mène à un autre. La mort est joyeuse, souvent pour les poètes, et les simples mortels la trouvent tragique. Mais moi, je le redis souvent, la mort est une étape de la vie qui passe et repasse, pour certains d'entre eux. Voilà. Ça, c'est Andrea Novant. Voilà. Donc, bah, Ouais. lui, voilà, il a fait son petit recueil. Il était tout content. Il m'en a donné gentiment un exemplaire. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour valoriser. C'est-à-dire que pas besoin d'être au potentiel hein, pour faire ça, hein, bien entendu. Non, Pas besoin non, d'être non plus. Hein. Mais c'est très important pour les enfants de se rendre compte que bah, ce qu'ils font au quotidien, donc c'est pas forcément une volonté, ils le font parce que ça leur plaît. C'est pas prémédité. Bah, ça doit être valorisé. Je pense que c'est vraiment très important pour eux, voilà, ouais, c'est vraiment d'être là-dedans. intéressant. Comme approche, finalement, en fait, tu proposes pas quelque chose et t'invites le patient finalement à être réceptif par rapport à ce que toi tu veux lui proposer. Et finalement, en fait, tu l'invites lui-même à proposer quelque chose et du coup, par définition, il va être impliqué parce que c'est quelque chose qui l'intéresse et c'est quelque chose qui lui t'aura proposé. Moi, je pense que c'est intéressant par rapport à deux choses. Non seulement, ça veut dire que bah, ça vient de lui, donc normalement, c'est que ça l'intéresse. Et puis aussi par rapport à la relation qu'il peut avoir avec le praticien. Euh, je pense qu'il y a certains patients, enfants ou ados, hein, à partir du moment où ils sont face aux praticiens, bon, ils ont le sentiment que c'est une obligation. Donc en gros, en fait, on a le pouvoir sur eux, sur leur temps, parce qu'ils sont obligés de rester avec nous de telle heure à telle heure, par exemple. Et là, finalement, en fait, en fonctionnant comme ça, tu leur donnes aussi la possibilité de, eux, avoir le pouvoir sur toi, parce que finalement, en fait, ils te proposent, mais du coup, en fait, ils t'imposent peut-être leur monde, ou en tout cas, ce qu'eux, ils voudraient en fait te donner.
Et limite, c'est bien parce que ça rentre dans une relation de donnant-donnant. C'est ça. C'est ça. Et du coup, quand j'ai des enfants, voilà, pour les remédiations, on travaille justement cette pensée donc divergente et convergence par rapport à ça pour l'organisation. Parce que bien souvent, c'est ça qui pose problème, hein, évidemment, c'est tout ce qui va être fonctionnalisé. Donc on fait un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un brainstorming et puis ensuite on va classer les idées en carte mentale. Et je leur explique un petit peu comment fonctionne un jeu aussi, en passant également par la carte mentale pour que ce soit bien visuel et qu'ils aient bien à l'esprit comment ça fonctionne. Et ils décident est-ce qu'ils veulent créer par exemple un jeu de plateau ou un jeu de cartes. Voilà, ça dépend. Alors j'ai par exemple un exemple là, je travaille dans une école, l'école Étincelle, comme disait Leonardo, hein, Mhm. qui reçoit des enfants voilà, qui sont parfois très créatifs. Certains ont des troubles des apprentissages notamment. Et j'ai des enfants dyslexiques qui m'ont créé un jeu de mémoire verbale. C'est-à-dire qu'au lieu de retrouver des images, je dois retrouver des phrases. Et je trouvais ça génial. Je C'est trouvais ça, génial. Ouais. je trouvais ça génial. Donc voilà, il fallait trouver soit des phrases courtes, soit des phrases plus longues. Donc c'était de 2 mots à 400 mots. Ok. Voilà, mais avec des phrases. Alors ça a été un petit peu compliqué à certains moments pour écrire les mots, mais, Ah ouais. c'était, moi j'ai trouvé ça, puis elles ont eu l'idée assez rapidement, c'était super quoi. Alors, ils ont fait beaucoup de choses, hein. Il y en a beaucoup voilà, ils sont hyper créatifs. Est-ce que le fait de passer par ce type d'outils, ça permet le transfert des acquis plus rapidement? Alors oui, ouais, ouais, je vais te parler d'un cas un peu plus précisément là tout à l'heure, parce que c'est vraiment celui qui ressort le plus. Là, je vais te montrer déjà un jeu de cartes que je trouve super. Donc ça T'as c'est plein de matériel, dis donc, tu vois, hein. T'as plein ouais, de quand choses. même, hein. La pochette. Oui, moi, en fait, j'aime bien quand il y a une production. J'aime Ouais. qu'il y ait un produit, tu vois. Que ce soit pas juste cognitif, Il y abstrait. a du concret, oui. J'aime le concret. J'ai besoin de concret, voilà, de montrer Ah, qu'on fait un travail et que voilà, il y a quelque chose derrière. Donc, j'ai vraiment besoin d'utiliser du matériel. J'aime beaucoup ça. Voilà. Donc ça, c'est le jeu de cartes donc de Sacha, qui a 11 ans ok. et voilà, c'est Qu'est-ce Protégeons qu'il la y a écrit? nature. C'est à l'envers. Protégeons la nature version animaux marins. Alors, c'est un jeu de bataille en fait. C'est un jeu de bataille. Donc, par exemple, pour te montrer l'exemple d'une carte, là, on a la baleine à bosse. On a quatre Pour moi, critères. la plage. Ah oui. La Ouais. longévité, la gestation et la longueur. D'accord? Tu vois qu'il y a un point rouge ici. D'accord? Sur d'autres cartes, il y a un point jaune, par exemple. Ouais. Ok. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que, déjà, pour le critère de démarrage, c'est celui qui est l'espèce la plus protégée qui commence. Donc, par exemple, c'est du rouge, ça va du rouge au vert. Rouge, orange, jaune et vert. Si tu as le rouge, tu commences. Forcément en premier. Si on est à égalité, par exemple, on joue ensemble, on est à égalité, on doit faire un pierre, feuille, ciseaux pour voir qui commence. Voilà. Et en fait, eh bien, il se trouve que selon le critère que tu as, donc tu regardes pas ta carte. C'est comme un tas de bataille. Enfin, tu regardes ta carte à un moment et tu décides du critère que tu vas prendre. Par exemple, moi j'ai les dauphins et toi tu as la baleine à bosse. Et bien, si je prends le critère de longévité, je te bats. Parce que les dauphins vivent 60 ans et la baleine à bosse vit 50 ans. Hmm. Voilà. Et il peut y avoir des batailles. Mais ça, alors, pour des enfants, par exemple, qui sont mauvais joueurs, des enfants qui vont Alors, vouloir changer les règles du jeu, alors ça, ils le font. Ah bah évidemment. bah ouais. Ils le font. Ils le font quand on joue. Ils Hmm. le font. Mais ça, c'est le travail justement sur la flexibilité, sur le fait que non, ta règle là, elle va pas. Ouais. Toi, ta règle, elle fonctionne pas. Donc il faut changer. Ils n'ont pas le choix, c'est une réalité. C'est ça aussi l'avantage, hein, tu vois, de la production. C'est vraiment, voilà, ils ont vraiment pas le choix que de changer et que d'apprendre vraiment à être flexible, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Flexibilité, le fait d'être tout le temps dans la production de nouvelles idées, finalement. Ça, c'est vraiment ça que tu travailles. Ouais. C'est ça. Vraiment de switcher, de changer de point de vue, parce que c'est bien souvent ça le problème.
Et c'est pas qu'au niveau des idées, voilà, au niveau matériel, c'est beaucoup au niveau des débats aussi, quand ils parlent avec leurs parents, quand voilà, ils vont persévérer, ils vont toujours dire la même chose, et dire non, il faut que tu apprennes à changer de point de vue. Donc ça leur apprend. Ça leur apprend, oui, effectivement, à changer de point de vue. Ça travaille hein, vraiment la flexibilité. Voilà. Et là, on a affaire vraiment à un enfant qui est à la fois divergent, à la fois convergent. Et il a réussi à trier toutes ses idées, il a réussi, voilà, et pourtant il y en avait beaucoup. C'est un enfant très créatif. T'en parles, toi, de tout ça aux parents? Parce que du coup, enfin, il y en a plein, donc des enfants, en fait, finalement, qui sont extrêmement créatifs, mais c'est pas valorisé, c'est pas forcément mis en avant lorsqu'ils sont chez eux, parce que je me mets à la place de certains parents. Bon, c'est bien beau, il me sort un jeu de cartes, d'accord, donc là, il y a tel critère. À ce moment-là, si on prend ce critère-là, c'est moi qui gagne, si le critère, c'est lui qui gagne. Mais comment, en fait, en tant que parent, on peut se dire, non, là, en fait, vraiment, mon enfant, il fait preuve de créativité, il est dans la flexibilité, de la fluidité, de la production, qu'il faut valoriser ça. Ça va lui permettre aussi de voir les choses différemment, même pour d'autres thèmes, d'autres sujets. Alors les parents, ils sont un peu comme moi, ils ont besoin de concret. Donc, ils vont regarder vraiment l'évolution de leur enfant aussi quand on va commencer le jeu. C'est-à-dire que par exemple, Sacha était très impulsif, très hyperactif, hein. Et on voit que petit à petit, alors au fur et à mesure de la remédiation aussi, hein, bien sûr, il n'y a pas que le jeu, ça compte, mais il n'y a pas que ça, on a fait d'autres choses avant, bien sûr. Mais en tout cas, au fur et à mesure, on voit qu'il devient quand même plus persévérant, il est très motivé, il a envie d'en créer d'autres, hein. Et puis il joue avec ses parents, avec sa famille, et les parents bah, voient bien que c'est très créatif comme idée. Voilà, donc c'est le concret voilà, qui arrive, et puis bon, ils sont sollicités aussi parce qu'ils peuvent pas tout faire. Là, il l'a fait à l'ordinateur, donc il avait besoin forcément de papa ou de maman pour le faire. Et donc voilà, et les parents voient que bah tiens, pour une fois, il est motivé, il change pas d'idée toutes les 3 secondes. Voilà, donc oui, concrètement, ça se voit. Donc au début, ils peuvent être peut-être sceptiques, ils le disent pas forcément, les parents, évidemment. Mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, ils voient parce qu'ils voient aussi l'évolution de l'enfant et les progrès qu'il fait. Et en parlant de ça, j'ai un autre exemple. Alors, donc une boîte, c'est Ouais. marqué une chance. Anime chance, d'accord. Donc ça c'est une jeune fille, hein, c'est Marion, qui a 11 ans aussi, et qui a voulu, elle, faire un jeu de plateau. Donc elle a commandé sur Internet, ça c'est les petites sélections, c'est les petites voix, et un dé. Et donc elle a créé, elle s'est inspirée un petit peu de la bonne paye, ce genre de choses, et elle a créé un plateau. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Ouais. Tu vois? Oui. On voit bien. Voilà. Ça, c'est pas le plan de chez toi, on est d'accord, hein. Ça, c'est. Alors, c'est pas le compte chez moi ni de la banque. Voilà, donc c'est un jeu un petit peu comme la bonne paye. Bon, c'est pas tout à fait ça non plus. Mais voilà, Marion avait peur au début. Elle me disait, mais comment je vais faire pour créer un jeu de société? Elle était en panique totale. Et puis petit à petit, bah, elle a pris confiance aussi. Et là, récemment, elle m'a dit, en regardant son jeu, elle m'a dit, mais j'en viens pas, c'est moi qui ai fait ça. Et oui, Marion, c'est toi qui as fait ça. La boîte, son jeu, les cartes, c'est toi qui as fait ça. C'est elle qui Et a elle vraiment pense, tout élaboré. Ouais. et Marion, eh ben, elle est dyslexique, Marion, elle a une AVS, Marion a TDAH, Marion a pas beaucoup d'exé, enfin, voilà, Marion, au niveau des apprentissages, ben, c'était difficile, hein, très difficile. Au niveau de la lecture, c'est très compliqué. Et puis petit à petit, ben, on voit qu'elle prend de l'assurance, on voit que elle s'investit vraiment, elle change d'attitude du tout face à ses devoirs. Enfin, un changement, une transformation. Et, c'est C'est là, tellement en fait, où gratifiant. on voit à quel point ouais, ça joue sur la confiance en soi. Mais surtout, et tu sais ce qu'elle m'a dit cet été? Elle me dit, quand on s'est revu là pour la rentrée, elle me dit, j'ai écrit à Mimimati. Ah bon? Elle me dit oui parce que mes parents parlaient d'acteurs, d'actrices, je sais pas quoi, et elle adore Mimimati. Donc elle a eu l'idée de lui écrire. Donc elle lui a écrit une lettre, et Mimimati gentiment lui a répondu
en moins d'une semaine. Et voilà, et Marion était aux anges, t'imagines. Marion avant, mais jamais elle aurait fait ça. Jamais elle aurait pris ce risque, tu vois. Ah, Et c'est là, bah, génial. voilà. C'est typiquement ça, en fait. C'est pour ça que pour Est-ce que moi, la ça, mais créativité des jeux, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que cette confiance-là, elle l'est aussi dans le cadre scolaire. alors ça, malheureusement, c'est hyper, enfin, je me dis, mais si on pouvait travailler, tu vois, en parallèle, Ouais, neuropsychologue et pédagogue, et, enfin, mais il n'y a pas de pont, c'est ça le problème. C'est vraiment le problème, c'est qu'il n'y a pas de pont entre la pédagogie voilà, et nous. Et c'est un problème parce que c'est pas, ça ne passe pas. Moi, quand j'ai des enseignants parfois au téléphone par rapport à certains enfants et que je leur dis, bah, proposez-lui quelque chose sur le long terme, une activité sur le long terme, une frise, un exposé. Voilà, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il dérange la classe, parce qu'il a proposé lui quelque chose sur oui. le long terme, ou une activité sur le court terme, peu importe. Mais il faut l'occuper. Oui, mais il n'est pas autonome. Oui, bah, il n'est pas autonome. Enfin, il faut partir de la réalité des faits. Il n'est pas autonome. Vous ne pouvez pas lui demander d'être autonome alors qu'il ne l'est pas. Ça s'apprend l'autonomie. Vous l'avez apprise aussi. Voilà. Donc il faut partir de ça, il faut partir de l'enfant. Il ne faut pas partir de ce qu'on espère ou de ce qu'on veut, ou de ce qu'on voudrait. Non, bien sûr. Vous êtes d'accord? Il faut vraiment partir de ce que l'enfant est. Donc si cet enfant n'est pas autonome, il faut l'accompagner. Et la créativité, c'est pareil, ça se stimule. Donc au quotidien, il est tout à fait possible de mettre en place vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Les parents, voilà, on prend, je vous dis, vous avez vu le matériel de malade que j'ai, hein, un stylo, de ouf. D'accord, personne n'a chassé cette Ouais. histoire. Ça peut être une brique, ça peut être une boîte, une chaise, n'importe quoi. Tous les objets du quotidien, une guitare. Et ça peut être sous cette forme, soit verbale, soit graphique. Limite, j'ai envie de dire même tant mieux, en fait, finalement, si ça part d'un objet si banal, si Oui, anodin. Comme tout à ça fait. montre en fait à quel point, à partir d'un objet aussi banal, en fait, ça peut nous faire penser à plein d'autres choses. Et puis après, peut-être augmenter en niveau de créativité, comme tu dis, C'est en fait, ça. à force de stimulation. Mais tu vois, par exemple, en séance d'écriture, quand on écrit un scénario ou, voilà, ou un essai d'écriture, on passe par la contrainte. On s'impose 5 contraintes pour pouvoir, tu vois, se stimuler et avoir quelque chose à ce niveau-là. Et ben, c'est la même chose avec les enfants. On peut très bien leur proposer de créer une histoire à partir d'une contrainte, de plusieurs contraintes. Voilà, ça leur donne un objectif aussi, parce que ça fait, voilà, toutes les étapes, hein, t'imagines, organisation, anticipation, on classe tout avant, voilà, enfin, c'est vraiment, elle a pas créé comme ça non plus son jeu, bien sûr. C'est tout un processus. Mais ça lui fait comprendre ce que c'est. Pourquoi Hmm. on fait ça? Ça donne du sens vraiment à son activité. Ah, c'est pour ça qu'on a tout classé d'abord. Bah bon. C'est pour ça qu'on a anticipé. Parce que sinon, bah, ça aurait servi de brouillon, quoi. Voilà, on aurait dû tout gommer, tout aussi, tout ça. Bah, ça, ils le comprennent. Ils le comprennent vraiment bien parce que c'est concret, c'est vraiment, c'est réel, en fait. Ça donne vraiment du sens, en fait. Généralement, alors, comment ça se passe? C'est lorsque tu prends en prise en charge. C'est quoi? C'est à raison d'une fois par semaine? Un rendez-vous par semaine? Ouais, au début, Ouais. c'est toujours un rendez-vous par semaine. Ouais, pour qu'il y ait vraiment une régularité. J'insiste vraiment au début là-dessus, parce que bon, je crois pas aux prises en charge où toutes les 3 semaines, ça va faire un effet. Enfin, Non. voilà. Donc j'insiste vraiment sur le début. Et au bout de 5 séances, je fais un point pour voir où ça en est. Moi aussi. Alors, il faut bien sûr, en tant que neuropsychologue, et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'insiste un petit peu, c'est que le neuropsychologue aussi doit être créatif. Il doit prendre conscience de sa propre créativité. Et je pense qu'il doit proposer aussi des prises en charge qui soient originales et intéressantes pour ses patients. Pour lui aussi, hein, parce qu'on a vite fait de s'ennuyer aussi, bien sûr, si on fait toujours la même chose. Et pour ça, il faut aussi être à l'écoute de soi, de voir ce qui se passe ailleurs, d'aller regarder un petit peu dans les articles de recherche ou autre part, et vraiment se stimuler. Moi, je sais que j'en ai besoin. J'ai besoin de la nouveauté aussi, donc j'ai besoin d'avoir de Déjà, nouveaux. c'est ça, c'est partir de l'enfant. Pas forcément en fait partir de nos connaissances théoriques et dire bon bah voilà, je vais essayer absolument d'appliquer ça à l'enfant que j'ai en face de moi, mais partir finalement de ce que l'enfant Bien me donne sûr. aujourd'hui.
et Bien sûr, voir finalement à partir de comment ouais, les l'école peut connaissances adapter. que tu as, elles vont se transférer finalement, parce que tu vas t'adapter à l'enfant. Oui, Finalement, c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il t'emmène vraiment dans son monde, tu vois. Il va t'emmener chez les Égyptiens. J'en ai un qui a fait un jeu sur l'Égypte. Donc, tu as une pièce où il y a le sarcophage, il y a une pièce où il y a ci, où il y a ça, enfin, comme si on était dans une pyramide. Tu vois, voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ils sont hyper créatifs, les enfants. Et malheureusement, voilà, on ne voit pas suffisamment. Alors, il y a aussi du haut potentiel hein, chez les créatifs. Mais évidemment, c'est un peu comme l'intelligence. Hein, on n'a pas tous la même dose. Ça, c'est sûr. Mais on a tous une dose. Voilà. Et celui qui ouais, l'exploite le en mieux, fait, ça donne l'impression d'être beaucoup plus efficace en matière de prise en charge si on veut voir une évolution positive chez l'enfant. À partir de l'enfant, encore une fois, créer avec lui finalement en fait son propre outil de remédiation. c'est ça. C'est ça. Ouais, Même je... pas que les jeux, mais aussi les tableaux de motivation, par exemple, voilà, qu'on crée, la roue des émotions, on leur demande aussi, tu veux quoi? Voilà, et on leur propose des choses. on apprend jamais mieux que par le jeu, hein. De toute façon, c'est la motivation, c'est ce que je dis aux parents. Oui, mais bon, oui, mais quoi? Enfin, moi je travaille, mais je joue. Ouais. Je suis là pour jouer avec vos enfants. Alors, au début, ils font peut-être un petit peu la tête, ils vont, ouais, je vous paye pour ça. Mais en fait, oui, quelque part, oui, moi je joue. Et c'est normal. C'est la plus grande source de motivation, c'est le plaisir, c'est évident. Un enfant, j'entends les parents, oui, il veut pas aller se doucher, il veut pas ci, il veut pas ça, oui, enfin, à 5 ans, on lui dit, faut que tu ailles te doucher, faut que tu te brosses les dents, faut que. Bah oui, je comprends qu'à un moment donné, ça lui plaise un peu, il faudrait pas jouer avec lui dans la douche, il faudrait pas faire les choses un peu autrement. Bah, tout de suite, ça va mieux, c'est bizarre. Le jeu, c'est vrai. C'est hyper important. C'est hyper important. Le jeu, faut vraiment le mettre en avant. C'est vraiment leur plus grande source de motivation. C'est pas parce qu'ils vont être dans le jeu qu'ils vont croire que la vie, elle est toujours toute rose. Non. Non, bien sûr. Je sais. Mais voilà, mais il faut pas, il faut qu'ils gardent cette capacité à jouer, à s'amuser, à avoir du plaisir. Et surtout, à trouver dans ce qu'ils n'aiment pas, une façon de voir quand même du plaisir, de voir quand même de la motivation. Parce que c'est ça qu'on finit par travailler au final. C'est Ouais. comment tu peux faire pour trouver une motivation. Là, t'es à l'école, tu t'ennuies. Ok. Comment tu peux faire pour t'intéresser à ce qu'on dit? Quel angle tu peux trouver? Alors des fois, c'est juste compter combien de fois elle dit le mot homme ou autre. Combien de fois? Ça peut être ça. Carrément. Carrément. Mais il y a plein de choses. Mais tu as tout à fait Il y a raison, tellement Esteban, de hein. choses. Il y a tellement de choses. Beaucoup. Ouais, Tellement. c'est vrai. Faut Donc revenir voilà. Et sur ça, il faut qu'ils l'essentiel. en prennent conscience. Parce que quand ils créent des jeux comme ça, ils retrouvent un petit peu ce pouvoir. Ils ont du pouvoir. Ils peuvent créer des choses. Ils ont dit, ben voilà, on crée des jeux de la même manière, tu sais. Voilà, les jeux que tu as chez toi, ils ont été créés de la même façon. Il y a des gens qui y ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont organisé, qui ont testé et puis qui ont vendu. C'est ce qu'on disait Même tout à pour l'heure, c'est que forcément, en fait, à travers ça, bah, ils sont acteurs de leur progrès, de leur évolution. Ils sont acteurs de leur prise en charge, ou en tout cas de ce qu'ils vont chercher en fait à avoir comme source de stimulation. Et du coup, forcément, en fait, ça va avoir plus d'impact que si c'est l'adulte qui lui impose quelque chose. ah bah, tout à Ouais, fait, tout à fait. Donc c'est vrai que ça va vraiment te faire finalement avec tout ça. Et c'est vrai que la motivation, enfin en tout cas moi dans mes prises en charge, là, voilà, je fais en sorte vraiment qu'elle soit intrinsèque, qu'elle vienne d'eux, parce que voilà, là ils sont vraiment motivés du coup. Euh, et ça vraiment ça, tu le vois en fait, tu vois leur attitude. Tu le vois toi-même au fur et à mesure des séances. Tu vois leur attitude et tu vois ils sont contents, ils sont fiers, ils sont tellement ouais, fiers parce que c'est leur jeu, parce que tu leur dis que c'est génial ce qu'ils font, parce que voilà, parce que tu es vraiment dans une démarche aussi de bienveillance, mais aussi euh, voilà, objective, et dans le sens où vraiment leur dire que ce qu'ils font c'est effectivement bien, et quand ils voient que bah, ils jouent avec leurs copains et que ça fonctionne, et que les copains ils aiment bien, la famille, etc., etc. C'est ça qu'ils veulent. Ça contribue à leur autonomie, ça contribue à plein de choses.
vraiment Bien leur sûr. développement, voilà, donc vraiment dans tout leur développement, à tous les niveaux. Ça contribue vraiment à tout ça, parce qu'on est vraiment énormément et trop, je dirais, dans le coercitif. Voilà. À l'école, bah forcément, les profs, qu'est-ce qu'ils aiment comme type d'élèves? Est-ce qu'ils aiment les enfants non conformistes? Bah non. Alors, ça dépend du type de professeur que tu es aussi, mais Bien voilà. sûr, bien sûr. Chaque cas est différent. Chaque personne, enfin, comment dire, on tombe sur des très, très, très bons profs. On tombe sur des profs peut-être un tout petit peu moins compréhensifs que eux-mêmes, en fait, doutent de leurs propres compétences, ils n'ont pas vraiment beaucoup confiance en eux. On tombe sur des très bons professionnels, parfois on tombe sur des professionnels qui justement n'adaptent pas grand-chose à l'enfant et finalement veulent juste appliquer en fait une méthode, peu importe l'enfant qu'ils ont en face d'eux. Les parents, des parents qui prennent le temps de jouer avec leurs enfants, des parents qui, tu vois, tu parlais du jeu de cartes, là, du jeu de bataille. Il y a des parents en fait qui vont dire bon bah c'est chouette, là il y a des dauphins, là il y a des baleines, mais au final, c'est pas super important pour moi. Ça passe forcément par, enfin, bon là, en gros là, les neurolives, c'est ça aussi, c'est que ça passe par la communication. Un maximum, en fait, il faudrait échanger entre nous pour voir du coup qu'est-ce qui pourrait être le plus utile, le plus efficace pour chaque personne, chaque enfant. Et c'est finalement parce que là, donc je vois les commentaires. Chacun en fait a sa propre expérience, a son propre vécu par rapport à ce thème-là. Donc la créativité, certains ont dit justement il faut pas donner apparemment le pouvoir à l'enfant, d'autres qui disent bah il faut quand même donner un peu de pouvoir, en tout cas de façon indirecte à l'enfant. Ça aussi que ça sert finalement, c'est que du coup si jusqu'à maintenant vous avez entendu un seul son de cloche, bah peut-être qu'à travers le NeuroLive vous pouvez aussi entendre d'autres sons de cloche et puis quitte à tester. De toute façon, en fait, il y a rien de mal à tester. Il faut bien Ouais, voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas avec l'enfant et vous voyez par vous-même. Mais en tout cas, il faut échanger, faut communiquer. Faut c'est ça. communiquer. C'est ça, moi, c'est ce que je Euh, dis aussi. Voilà, quand on a une hypothèse, on la teste. Voilà. c'est ça. On est face à plusieurs chemins, bah, on en emprunte un pour voir. Si c'est pas bon, bah, on changera. Ouais, on change. C'est ça. On change. Bah, surtout pour ce genre de problématique. Finalement, en fait, on demande simplement à l'enfant d'être créatif, ce qui fait pas de mal. Donc autant tester. Alors, l'heure est passée super vite, Esteban. Vraiment, l'heure est passée super vite. Et je sais que de toute façon, en fait, si je te laisse parler, tu vas parler Ah jusqu'à oui, c'est minuit. c'est T'as clair. plein de matériel, t'as plein de choses chez toi, donc tu pourrais nous montrer tout ce que les enfants et tout ont pu créer justement avec toi. Mais on est tenu par le temps. Euh, Merci à toi, d'accord, pour ta présentation. Merci par rapport du coup, à tout ce que tu as pu nous apprendre sur la créativité. Donc, on a compris que donc il y avait des outils hein, qui permettaient d'évaluer ça, et c'est vraiment vraiment important. Je pense encore une fois, en fait, surtout, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense avant tout en fait aux parents qui sont passés par plusieurs professionnels ou en tout cas ont entendu simplement le discours de l'enseignant qui était plombant. C'est en gros, ouais, votre enfant, il n'est pas capable je sais pas, en visio spatial, il est nul, en compétences verbales, il est nul, il est très lent. Donc, j'ai entendu que des choses négatives. Bah, limite, ça vaut le coup justement d'évaluer en fait son niveau de créativité parce que eh ben on ne sait pas. Ça se trouve en fait il y a des domaines dans lesquels il est excellent, il excelle et pour le coup c'est des choses en fait à optimiser. C'est des capacités, des compétences à pouvoir optimiser et pour le coup pourquoi pas après à travailler et quitte à ce que en partant de ça ça puisse permettre à, à d'autres évolutions positives dans d'autres domaines. Moi en tout cas c'est ce que je retiens. Je retiens aussi qu'il est plus qu'essentiel de pouvoir, bon déjà oui, partir de l'enfant et pourquoi pas construire un outil avec l'enfant ou donc lui-même en fait est acteur de sa prise en charge vraiment.
parce qu'on l'a vu du coup à plusieurs niveaux, il peut y avoir des effets positifs. Et donc normalement, en fait, on a tout à gagner à co-construire l'outil de remédiation ou de travail avec l'enfant. Et voilà.